Bonjour, Hervé Franceschi, un plaisir de t'avoir à nouveau sur mon show. Comme tu sais, je suis en train d'écrire un livre sur la conversation et j'essaie de chercher des conversations profondes qui bougent les esprits. Et je cherche particulièrement des points de vue de styles de conversation que je ne sais pas, je ne connais pas, dont toi tu es un expert et ça me fait plaisir de t'avoir à en parler. Dis-nous déjà un peu les styles enfin, de travaux que tu fais où la conversation est centrale. Alors la conversation ou le dialogue, parce que peut-être que c'est des fois un dialogue plus qu'une conversation. Euh, je dirais que si on parle du monde plus habituel, du monde de l'humain, dans lequel on est en conversation, eh bien, j'ai appris à être en dialogue ou en conversation avec moi-même. Ce que, ce qui paraît normalement simple pour nous tous, mais en fait, je me suis aperçu que la grande majorité des gens ne sont pas en conversation avec eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au contact avec eux profondément. Et comme moi-même, je l'étais pendant des années. Hein, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas ou enfin si, qu'on peut apprendre, mais qui n'est pas enseigné, je dirais, dans nos écoles, qui n'est pas enseigné en termes d'éducation. D'accord, mes parents m'ont pas appris ça. Et que c'est un chemin à parcourir pour apprendre à être en contact avec soi, qu'on va trouver en fait souvent dans je dirais, dans les textes anciens ou des gens qui ont travaillé sur le rapport à la spiritualité. Alors, ça peut être à travers des religions ou à travers une non-religion, on va dire, mais souvent c'est cet esprit-là qui a amené les gens à prendre conscience qu'il y avait un espace intérieur. On trouve aussi ça, on en avait parlé, il me semble, une fois ensemble, mais aussi des gens qui ont été prisonniers, des gens qui ont été privés de liberté et qui se sont retranchés à l'intérieur d'eux parce qu'en fait, il n'y avait pas plus de dialogue extérieur, il n'y avait plus de rapport à l'autre, et donc, ou alors difficile avec des geôliers des fois. Et Hmm. en conséquence, il n'y avait plus qu'un rapport intérieur ou un rapport vers ce que chacun appellera Dieu ou quelque chose de cet ordre-là. Et qui permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui s'exprime aussi à l'intérieur. Et puis après, il y a des gens qui ont ça naturellement, je sais pas si on dit, lit dialogue avec l'ange. Il y a des gens qui reçoivent des conversations, qu'on pourrait appeler comme ça, ou comme une sorte de canalisation, et qui sont en dialogue avec quelque chose d'externe à eux et d'interne à eux, hein, une sorte de. Mais c'est pas le mental qui parle, c'est bien une autre partie à l'intérieur de moi qui parle. Et ça, c'est déjà un type de dialogue qui peut être enrichissant. Je sais pas exactement le terme que je devrais utiliser. En tout cas, si je faisais de l'anglais, astonishing, hein, mais je trouve que c'est plus qu'étonnant, c'est émerveillant de prendre conscience qu'en fait, on n'est pas seul, sans pour autant expliquer exactement ce qui est cette présence, externe ou interne à moi, et de prendre conscience qu'en fait, dans cet intérieur, il y a un calme infini. Dans cet intérieur, il y a, comme les grands espaces qui sont derrière moi, qui sont pris dans les collines de l'Utah, au sud de l'Utah aux États-Unis, il y a un espace qui semble infini, des plaines infinies. Et quand on est en contact avec cet intérieur, c'est là que tu te dis, waouh, en fait, je devrais passer plus de temps dans mon intérieur. Et pour avoir accompagné des gens dans le désert pendant un certain nombre d'années, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le désert. Soit on se perd, dans le sens extérieur, intérieur, on est perdu, on n'est pas bien dans cette immensité, soit au contraire, c'est rassurant parce que finalement, on est en contact avec la partie la plus sourde, la plus. Pour l'instant, que je n'ai pas éveillée par sourde, j'entends qu'il faut rééduquer quelque chose parce qu'en fait, on n'entend pas les signaux, ils sont faibles, ils sont voilà, ils sont faibles et on a tendance à écouter les signaux forts, pas les signaux faibles. Hmm. Et ça s'est développé en même temps pour moi que d'avoir développé aussi un dialogue avec des êtres qui sont en grand nombre sur cette planète, en plus grand nombre que nous, qui sont les arbres.
et qui sont à une fréquence inférieure à la nôtre, qui sont à 4 Hertz. C'est la fréquence qui est nécessaire pour que comment s'appelle, la sève monte et descende. Et dans cette fréquence, ça correspond à peu près à la fréquence de ton cerveau quand tu médites, si tu médites. Ok. Et souvent, les gens me disent, oh, non, mais je ne sais pas méditer, Hervé. Je dis, mais tu n'as pas besoin, en fait, les arbres vont t'apprendre à le faire. Et quand on prend le temps d'être en dialogue avec un arbre, même si au début, on me regarde en me disant, ouais, bah, c'est bizarre ton truc, c'est un peu barré, on va s'apercevoir que cette fréquence qui est faible va apaiser mon cerveau, comme dans un processus de méditation, et je vais pouvoir être en contact justement avec quelque chose qui est plus, allez, plus diaphane, plus subtil, et qui est cette fréquence intérieure dans laquelle ces deux êtres, l'arbre et l'homme, peuvent s'entendre. Et c'est d'abord le mot que j'utiliserai avant le mot dialogue, c'est que on peut entendre. Alors, par entendre, je n'entends pas une conversation comme des mots, mais en fait, je entends, si j'essaie de mettre des mots pour expliquer ce type de dialogue, ce serait une sorte de vibration que je transcris en mots. Parce qu'au fond, j'entends bien des mots, mais des mots que j'entends dans ma tête ou que j'entends dans mon ici qui parle, en fait. Je ne sais pas comment dire autrement. Et je ne sais pas si on pourrait dire que c'est quelque chose comme un dialogue d'âme à âme, tu vois, parce que est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là ou pas? Je n'ai pas de certitude. Je veux dire, c'est des mots qu'on essaie de mettre pour essayer d'expliquer. Mais ce que je vois bien, c'est que c'est pas que moi. Je l'ai enseigné à des centaines de personnes, et donc je vois bien que toutes ces 100 personnes ne sont pas folles de la même manière. Et elles entendent toutes quelque chose de comparable. Ou moi, souvent, j'entends pour eux. Donc, si elles ne savent pas, je vais leur dire, je te donne juste une piste, quelque chose comme ça. Et là, elles disent, ah oui, mais je n'osais pas en parler, ça me paraissait dingue. Ok? Parce qu'elles n'osent pas encore écouter ce qui vient. Mais en fait, ça vient. Alors, la différence entre les arbres et nous, c'est vraiment le débit. Ce sont tous, le monde végétal, c'est du slow talk. Alors que nous, on fait du fast everything. Ok? Et eux, ils font du slow everything. Tout est lent, tout prend du temps. Et plus j'ai un arbre ancien, et plus il y a une sorte de voix caverneuse, lente, qui sort des profondeurs, mais qui est puissante. Tu sens bien, waouh, c'est comme si tu es ébranlé toi-même. Tu vois, tout ton être vibre. Plus c'est jeune et plus c'est rapide, entre guillemets, mais c'est pas très rapide de toute manière. Donc ça veut dire que aussi, si moi j'habite ma pensée, je suis trop présent à ma pensée, en fait, je ne peux pas entendre parce que je fais déjà un bruit intérieur. Je suis toujours en train de mettre un bruit de fond. Et c'est déjà comme ça que la majorité des humains écoutent. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas ou ils n'écoutent pas vraiment. Dans beaucoup de conversations que j'ai avec des gens, je vois bien qu'ils sont déjà en train de penser à ce que je viens de leur dire. C'est-à-dire, dès que j'émets une idée, ils sont, hop, ça part. Et ils sont ailleurs déjà, ils sont ailleurs que présents à ce que je suis en train de dire. Et ce moment où on produit ça, on voit bien que c'est une forme d'hypnose, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont magnétisés par ce que tu dis, par ce qui t'intéresse. Et là, ils ont une écoute pleine et entière, c'est vrai. Et heureusement, il y a des gens qui savent vraiment écouter. Mais je dirais que beaucoup de gens, et surtout dans le monde du travail, sont agités, ils ont un mental agité. Et donc, dans ce mental agité, il est difficile de laisser de la place à l'écoute. Les gens fonctionnent, entre guillemets, qu'avec des biais cognitifs ou des biais de confirmation. J'écoute quelque chose que je m'attends à ce que tu me dises, ou que je ne sais pas, mais je t'écoute. Ah oui, alors c'est bon, maintenant je sais. En fait, n'écoute pas la fin de la phrase, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très courant. J'ai pas dit tout le monde, hein, mais c'est très courant. Et puis, c'est aussi entretenu par le système qui fait que du fast, ou qui croit que la réponse doit être rapide. Dans l'école, on a privilégié les gens qui sont rapides pour répondre. Et on pense que les gens qui sont lents sont bêtes. Mais non, ils analysent plus, ou ils écoutent. Et, et donc, comme on n'a pas valorisé ça, pour beaucoup de gens, ils essayent d'être autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire à l'écoute. Et on est tous capables d'écouter. Je ne crois pas 2 secondes que l'humain ne soit pas capable d'écouter. On a 2 oreilles, une seule bouche, on devrait être capable d'y arriver. Mais il n'empêche que je vois bien que c'est
pour beaucoup de gens que j'aide en entreprise, c'est un travail de réapprendre à écouter, de ne rien dire, de ne pas commenter. Peut-être faire des sons du genre d'accord, ou alors de poser une question parce que je n'ai pas compris, seulement parce que je n'ai pas compris. Eh bien, quand on est vraiment à l'écoute entière, ça n'arrive jamais. Je ne fais jamais répéter un arbre. Je ne fais jamais répéter un client quand je l'écoute. Jamais. Parce qu'au fond, j'entends. Et puis ça fait écho. Et les seuls moments où je pose des questions, c'est pas la même chose que de faire répéter, je pose des questions, c'est parce que la pensée n'est pas obligatoirement claire de la personne. Mais ça n'arrive pas avec les animaux. Ça n'arrive pas avec les arbres. Les choses sont claires. Après, je les comprends, je les entends, voilà. Et il y a une partie d'entre nous qui voudrions que, par exemple, quand je fais ces promenades en forêt où j'emmène les gens se balader avec les arbres notamment, et que petit à petit, ils développent ce sens. Alors au début, on commence par développer nos sens, nos 5 sens, qui vont être quand dans une forêt, il y a des odeurs. Dans une forêt, il y a les couleurs qui changent en fonction du soleil, en fonction des ombres. Et donc, en fonction de ça, les arbres ne sont pas les mêmes, parce que en fonction de la réponse au soleil, eh bien, c'est pas le même type ou de taille d'arbres qui vont pouvoir proliférer, ou de fougères au sol, enfin, d'accord? Donc aussi bien le tapis au sol que la canopée en haut sont en interaction et en fonction de la lumière et du soleil, il y a une sorte de hiérarchisation qui se fait dans cet environnement. Et rien que d'être à l'écoute ou au regard de tout ça, les gens commencent à prendre conscience que c'est pas tout à fait ce qu'ils regardaient, qu'ils prennent conscience de ce qu'on pourrait appeler une énergie des lieux et que c'est habité et pas c'est des bouts de bois comme des chaises ou des tables. Hmm. Et petit à petit, dans cet espace-là, ils vont prendre conscience aussi, par le toucher, par exemple, que quand ils regardent un arbre, ils pensent que, par exemple, cet arbre est rugueux. Et finalement, il est doux. Ils pensent que c'est très dur, et puis finalement, c'est mou. Et donc, petit à petit, nos sens commencent à se développer par rapport à ce que le sens de la vue n'est pas la bonne perception de tout. Et donc, ça ouvre les autres sens, ils sont plus en éveil, et donc plus à l'écoute de ce qui va venir. Et petit à petit, quand on fait ce chemin, en une demi-heure à peine, la grande majorité est déjà capable de trouver un arbre avec qui ils peuvent être en conversation. Ceux qui n'y arrivent pas, je leur propose, je leur dis plutôt celui-là que celui-là pour toi, et ainsi de suite, en fonction de ce que je ressens de la personne et de l'arbre. C'est comme s'il m'appelait, je ne sais pas répondre autrement. Alors, si je veux donner un peu de la genèse de ça, je pense que depuis que je suis enfant, mes parents m'emmenaient au parc de Sceaux dans le sud de Paris. Il y a un grand parc et il y a des grands arbres. Et je me rappelle que je me levais dans les arbres, je me mettais dans les branches sans avoir envie de monter tout en haut. Tu sais, il y a des enfants qui aiment grimper. Moi, j'aimais juste être dans l'arbre. Tu vois, trouver un espace dans lequel je puisse être et rester. Et je faisais des câlins aux arbres sans savoir ce que ça pouvait m'apporter ou parce que j'aimais bien, parce que je me sentais attiré par ça. Voilà, je te dirais pas plus que ça. J'entendais rien à l'époque. Je ne savais pas ce que ça me procurait, si ce n'est que j'avais un désir ou un allant, j'avais envie d'y aller, et que je le faisais à chaque fois qu'on y allait. Et puis, à l'adolescence, bah, tu te regardes et tu regardes les autres te regarder, donc tu es un peu moins à l'aise avec ce processus, et j'ai arrêté de le faire. Et un peu plus tard, à l'âge où j'étais jeune adulte, vers 17, 18 ans, 20 ans, j'ai pris conscience que ça me manquait. Alors, à deux, trois occasions où justement j'étais dans un parc et je me suis dit, tiens, j'ai refait ça. Ah, puis j'ai trouvé que ça me plaisait bien. Et notamment à une époque où peut-être mes émotions étaient un peu moins calmes et donc de calmer mes émotions. Le registre émotionnel était calmé grâce à ces balades dans les forêts qui sont connus. C'est un bienfait qu'on peut vérifier c'est même une science au Japon qui est très utilisée. Mais je dirais j'avais pas de recul sur cette matière, on va appeler ça comme ça. Je vivais ça sans savoir et je n'en parlais à personne d'autre. Et un jour, j'étais
dans une compétition, on était au championnat de France avec mon entraîneur, et à Vichy, je me rappelle très bien, et en face, il y a un grand parc, c'est le parc thermal, en fait, de Vichy, qui est devenu le Club Med, je crois, et je sors de la piscine, alors t'imagines deux gars en tongs avec un peignoir, et il me dit, non, avant, il me dit, Hervé, comment tu fais pour être aussi calme? Ils sont tous excités, les autres, mais toi, t'es calme. Vraiment, et calme dans le sens comme si tu allais faire la sieste ou comme s'il se passait rien, quoi, alors que tu vas nager. Ben, je lui dis, en fait, je fais des câlins aux arbres. Et je m'entends dire ça. Jusqu'à présent, je crois que je le disais pas. En tout cas, peut-être que je l'assumais pas si on me l'avait dit, ben non, bien sûr, c'était une connerie. Non, là, j'ai assumé et je lui dis, bah, si tu veux, je te montre. Ben, elle dit, bah oui. Alors, on va dehors et on va dans ce parc, je te dis, de gars en tongs et en peignoir qui traversent la route et qui vont dans le parc. Et en face, il y avait des beaux arbres. Et il va droit sur un arbre. Et je lui dis, non, pas celui-là, et pas pour toi. Et là, je comprends. Je sais plus s'il me pose la question en me disant pourquoi, mais je sais que cet arbre est malade et que c'est pas pour lui. Mais c'est là que je me rends compte qu'il y a ce dialogue qui existe, mais que je n'ai pas conscientisé, que je n'ai pas, j'ai pas mis des mots dessus. Je sais. Par dans le sens, c'est comme s'il y avait une voix intérieure, une odeur, un ressenti. Je ne sais pas à ce moment-là expliquer ça. Mais je sais, et ben, il me dit, bah, lequel? Il se pose pas de questions, il est dans l'action, ce monsieur. Et donc, je lui dis, bah, celui-là. Et puis, je lui montre l'arbre, il va faire un câlin. Et je lui dis, il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je lui montre, voilà, on fait. Et chacun choisit son arbre, on n'est pas loin l'un de l'autre. On reste à peu près 5 minutes. Puis il me dit, ah, t'as raison, ça fait du bien. Et c'est là que je me suis dit, en fait, peut-être que je devrais en parler. Mais avant ce jour-là, ça restait une affaire personnelle, on va dire, entre moi et moi, mon secret intime. Mais c'était même pas un secret, c'est-à-dire que j'avais même pas conscience que j'aurais pu en parler. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu sais, que tu dis, bon, faut pas que je dise. Non, j'avais presque oublié comment je faisais ce que je faisais, c'est-à-dire qu'il y avait aucune, tu sais, comme quand on est inconsciemment compétent, on ne sait plus ce qu'on fait. Bah, je n'étais pas capable d'expliquer, je n'étais pas capable de comprendre ce que je faisais. Et là, j'ai pris conscience que peut-être je pourrais aider d'autres gens. Et donc, j'ai redéveloppé ça pour moi. Puis, comme par hasard, la vie m'a amené des personnes qui s'intéressaient à ça. Une fois, je me rappelle, quelqu'un m'a proposé d'aller me balader dans une grande forêt, mais pour se balader. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lui parler un peu des arbres. Et elle me dit, bah, comment tu sais tout ça? Bah, parce que c'est eux qui me le disent. Comment ça, c'est eux qui te le disent? Eh ben, je sais pas comment t'expliquer, mais je vais te donner une expérience. Et là, je vais raconter une expérience que j'avais vécue. J'avais été avec un groupe. Je me rappelle très bien, c'était près de Nantes. Je sais plus exactement où était-ce près de Nantes, dans un grand bois, une très grande propriété. C'était une formation dans une très grande propriété et qui avait des grands arbres. Et j'arrive dans ce bois qui est derrière la grande maison. Et c'est comme, et j'ai dit aux arbres, j'avais l'impression que c'était mes cousins. Vraiment la sensation de retrouver une famille. C'était bizarre, mais vraiment, c'était la sensation que j'ai eue. Et, et comme je sais comment fonctionnent les forêts en termes d'énergie, quand je suis rentré, je pense que j'ai fait quelque chose comme demander une autorisation, comme si tu tapais à la porte de chez quelqu'un avant de rentrer. Et dans la seconde où j'ai fait ça, il y a eu des écureuils qui ont fait comme ça sur des arbres. Deux écureuils qui montaient et qui descendaient. Oh, c'est peut-être juste une coïncidence. Juste après, j'ai une biche qui se pointe. Les biches se pointent pas tous les jours vers toi. Tu les vois, mais elles viennent pas vers toi. Là, elle est venue vers moi, presque comme si je voulais la caresser. Alors, je me suis dit, après, tu sais, ton cerveau, il se dit, bah, elle doit être apprivoisée. Donc, j'en ai parlé au propriétaire, il m'a dit, non, il n'y a pas de biche chez moi. Ah, tu te dis, que j'ai une, une, une vision? Enfin, c'était pas une biche. Bah, si, je me rappelle bien, parce que je l'ai pas touchée, parce que j'ai pas osé la toucher. Mais elle était vraiment à 1 mètre de moi, pas au bout du bois comme d'habitude. Et il m'a dit, oui, c'est possible, il y a une forêt derrière, il peut y avoir une biche, mais non, je n'ai pas de biche à moi. Je n'ai pas de biche sur ce terrain. Bon, bref. Et petit à petit, dans ce bois, j'ai eu une expérience que je dirais de rencontrer à nouveau une famille, ma famille. Et j'ai eu l'impression, là, les dialogues que j'ai eus, c'était du genre, ah, bienvenue Hervé, on est content de te revoir. Si je fais très rapide, c'est à peu près ça le dialogue. Mm. Et là,
bah, évidemment qu'il y a une partie de toi, si tu es pas à l'aise avec ce que tu peux entendre comme ça, tu te dis, bah, je suis dingue. Ou alors, je me raconte une histoire. Plus souvent, avant de se dire qu'on est dingue, on dit qu'on se fait du cinéma. Et c'est-à-dire qu'on ne sait pas écouter l'intérieur, ce dialogue dont je te parle, que j'ai appris petit à petit à apprivoiser. Mais au départ, c'était incongru, gênant. Je me demandais si est-ce que je me raconte quelque chose? Est-ce que tu vois, je suis mytho? Tu vois, c'est tout ce cheminement intérieur avant d'arriver à accepter ce que tu vis. Dès que tu es mon juge intérieur, on va dire mon critique intérieur, m'a fait passer par beaucoup de stades. Vas-y, vas-y. Euh, j'ai commencé dans ce que tu racontais, de penser à combien ce dialogue intérieur ou avec tes arbres euh, te permet de te connaître. Car en fait, au début, j'avais l'impression que c'est une espèce d'autres voix et, et, et combien est-ce que tu arrives à... Est-ce que c'est une question de devenir un avec cette autre voix qui Mhm. t'amène à savoir qui tu es? Mhm. Et la deuxième partie de cette pensée, c'est quand on a des signaux comme ça, on peut y mettre du sens ou le sens doit te venir. Je te prends un exemple, quand tu rêves, tu as des rêves et parfois on s'en souvient, parfois on ne se souvient pas, selon la personne. Est-ce que ce rêve était important? Est-ce que ça dictait une prémonition de quelque chose? Ou est-ce que ça a soulevé un problème inconscient que je n'avais pas voulu aborder dans la vraie vie ou pas? Et comment tu juges ces conversations ou bien ces rêves d'autre part? Alors, déjà, par rapport aux rêves, je ne suis pas un spécialiste des rêves. Hein, j'ai lu Bruno Bettelheim, mais voilà. Okay, je me suis intéressé aux rêves pour essayer de les interpréter. Mais tu vois, c'est une interprétation. Alors peut-être qu'il serait évidente pour certaines personnes, mais pour moi, ce ne sont que des suppositions ou des interprétations. Ça pourrait aller vers là ou vers là. C'est plus clair pour moi, les dialogues là. C'est exactement comme si je t'entendais parler là. C'est pas. Alors après, on peut évidemment se poser les questions. Alors qu'est-ce que Minter a voulu me dire? Bien sûr. Mhm. Mais en fait, je n'ai pas cette sensation-là, puisque je te le dis, pour entendre, il faut être très calme. Donc, je suis pas agité. Le rêve peut m'agiter et peut me faire croire de quelque chose, ou parce que j'ai des biais cognitifs. Je me dis, oui, ça a à voir avec ce que j'ai vécu hier, j'étais en colère, ou je sais pas quoi, j'étais triste, ou je vais bien en ce moment, et donc je me suis imaginé, enfin, bref, je pars dans des interprétations. Là, ce n'est pas une interprétation, c'est pas une supposition. Il y a quelque chose de très calme à l'intérieur. Et dans ce calme intérieur, tu entends. Je dis souvent que c'est parce que tu vides ton intérieur que ça peut faire écho. Un peu comme dans un grand espace dans lequel ta voix tonne, parce qu'il n'y a rien, justement, et ça rebondit sur les parois. Mais rempli de trucs, cette pièce ou cet espace, bah, en fait, il n'y a plus d'écho, ou beaucoup moins. Et bah, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'écho, il n'y a plus de résonance. Et c'est plutôt un phénomène de résonance, c'est-à-dire que ce qui est dit résonne, comme avec pertinence. Et donc le sens est assez évident. Je, 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 je pense que par moment, les gens que j'ai accompagnés, par moment, je vois bien que pour eux, ils ont du mal à entendre ou à accepter qu'ils aient entendu. Mais ceux qui acceptent, et des fois ça arrive à la première séance, eh bien, au fond, bah, ils me disent, bah, c'est bon, j'ai eu ma réponse. C'est clair. Il n'y a pas de questionnement. Et je voulais juste revenir sur le fait que voilà, c'est pas une interprétation. Et la deuxième question, c'était de savoir si je dois faire un avec l'intérieur. Je te dirais qu'en fait, je pense qu'on est multifacette et qu'on est multi quelque chose, je sais pas quoi, et qu'on a une source intérieure. Voilà, bah, c'est de se reconnecter à cette source intérieure. Et se reconnecter n'est pas, on est déjà un par nature.
Tu vois, et c'est juste qu'on est plutôt comme un puzzle par moment, un peu en discontinuité, tu vois, avec peut-être quelques pièces égarées. Mais en fait, on est un, comme on est un ensemble, comme on est un au regard de la nature. Mais comme on s'est séparés les uns des autres, on a plus cherché ce qui nous différencie que ce qui nous rassemble. Ça ne veut pas dire que nous différencier n'est pas important. C'est bien sûr qu'on est chacun une cellule d'un corps plus grand, comme à l'intérieur de moi, chacune de mes cellules compose mon corps. OK. Mais pour moi, on fait partie d'un corps plus grand. Alors, pas dans le sens physique du terme tel qu'on l'entend, mais dans le sens qu'on est tous connectés. Et il y a plein d'expériences pour montrer qu'on est tous connectés. Mais c'est juste que on a besoin de se le rappeler, parce qu'on vit dans un monde très matérialiste et qui oublie que, je dirais, au regard de ce que nous sommes, là, toi et moi, nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas que des pensées. Et que, comme ça, on est moins capable de bien le définir, et que c'est souvent un schéma de croyance qui va le définir, eh bien, c'est un schéma de croyance contre un autre schéma de croyance. Et là, le but, c'est pas que je t'impose ou que je te propose mon schéma de croyance, c'est plutôt en train de proposer un cheminement, de te dire, tiens, va explorer et vois ce que tu trouves. Et je serais surpris que tu trouves rien. Voilà. Et dans ce dialogue alors, le un qui est toi, combien tu arrives à mesurer ou évaluer, Mhm. arriver vers la conscience de soi? Bah, je dirais que quand tu es dans cet état-là, je pense que je suis connecté à la conscience de moi. Mais la grande difficulté, c'est de le rester. Tu vois, c'est que euh, dès que tu pars dans tes pensées, tu n'es pas connecté au reste de ton corps. Ça, c'est difficile. Donc, c'est calmer ta pensée. Ça ne veut pas dire ne pas penser, hein, mais ça veut dire calmer sa pensée. Donc, il y a plein de techniques. La respiration, c'est la plus puissante ou la plus rapide, mais il y en a plein d'autres. La méditation, on est d'autres, voilà, mais qui passent souvent encore par de la respiration. En tout cas, de gérer sa respiration, de passer en respiration consciente, on va dire. Et la conscience, en fait, va s'exprimer dans plein de cas. Mais dès qu'on est en difficulté, pour l'avoir fait, alors là, j'ai trouvé, on m'a proposé, je me suis fait ma propre technique là-dessus, mais avec un système d'une forme de constellation, comme des constellations systémiques, eh bien, il est possible d'être conscient de la non-conscience et de voir ce qui se joue quand je suis en difficulté, parce qu'en général, ce qui se joue quand je suis en difficulté, c'est qu'il n'y a plus de pilote. Il n'y a plus la conscience, il n'y a plus la prise de décision. Et c'est pour ça que ça m'est difficile, c'est parce que c'est comme s'il y en avait un qui avait abandonné le navire. Et en fait, c'est juste que d'autres choses parlent à la place de la conscience. À t'écouter, j'ai l'impression que si je pense, je m'éloigne. Et contrairement à ce que avait dit peut-être Descartes, que à partir du moment où je suis en train de penser, je m'éloigne de cette conscience plus profonde. Alors, la réflexion est utile. Hein, le processus analytique, la réflexion, donc la pensée est utile, parce qu'elle me permet de cheminer. Pour autant, elle m'éloigne souvent de mon intérieur. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas possible de penser, mais souvent, pour l'avoir vécu, parce que je suis un type de pensée, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à réfléchir, c'est ma manière de fonctionner, je suis plutôt dans une réflexion qui peut être intellectuelle ou qui peut être des fois conceptuelle. Et en conséquence, j'ai appris à calmer ça parce que quand on fait ça, c'est un peu comme un monde virtuel. On peut se nourrir ou croire à toutes ces croyances. Et en fait, on se rassure avec ce système de pensée, mais qui n'est pas en contact avec l'entièreté de moi-même. D'accord? Et en partie, quand on fait ça, c'est qu'on a peur. Alors, on a peur de, je sais pas, de se tromper. Alors, c'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup. On a peur de pas savoir. Alors, on a peur d'être en contact avec ses émotions. D'accord. Et les peurs sont multiples. Quand je te dis ça, c'est des centaines de peurs qu'on vit en même temps. Mais comme on n'en est pas conscient, alors pas toujours 100, mais souvent plus de deux, et je dis souvent qu'elles viennent en chapelet, que la première vient, amène une autre. Alors qu'en fait, tu n'as qu'à régler la première et ça suffira bien. Mais il y en a 27 qui t'assaillent. Donc c'est pour ça que quand tu vois, il y a des gens avec qui tu discutes, il y a des objections sur des objections, mais parce que c'est les peurs qui sont là.
Il y a une objection, c'est que tu as une réflexion, c'est pas la même chose. Mais quand il y a des objections sur des objections, c'est qu'au bout d'un moment, on est dans un système que la personne dirait qui n'est pas rationnel. Mais en fait, rationaliser, pour presque tous les humains, ça veut juste dire contrôler. Et la contrôle, elle vient toujours de la peur, sans exception. J'ai un autre élément qui me trottine dans la tête, Mhm. car dans cette écoute, si je suis en train d'écouter, au lieu de penser à ce que je vais te raconter ou Mhm. poser comme question qui suit, que ce soit une conversation avec toi là ou avec un arbre, il y a l'enregistrement de ce qui se dit. Et entre guillemets, l'arbre m'a parlé d'un guide de comment je dois faire ma vie. Mhm. Et capter cet élément-là, conscientiser Mhm. ou expliciter ce que j'ai entendu, ça, ça demande un effort. Et à ce moment-là, je dois utiliser une partie de moi, de mon cerveau, pour capter. Je pense la même chose par rapport aux rêves, par rapport à mes expériences psychédéliques, où il y a une pensée qui arrive et j'ai envie de la capter. Et Mhm. à partir du moment où je suis dans la capture de cette pensée, Mhm. je m'éloigne. Bien sûr. Alors, si tu veux, le processus de mémoire à court terme, mémoire à moyen terme, mémoire à long terme, ok, la mémoire à long terme, c'est ce qui fait ce qu'on appelle en général la mémoire, d'accord, ok, se rappeler de ses souvenirs, ok. La mémoire à court terme, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure que tu parles et que je parle, on arrive à s'écouter et suivre. Parce qu'il y a une suite logique du propos, ou pas d'ailleurs, et ce qui permet de revenir. La mémoire à moyen terme, c'est ce travail que tu dis. Et en fait, juste à ce moment-là, de mémorisation, et c'est pour ça que si tu parles en continu, que j'avais un débit comme ça et que je parlais, tu te comprendrais tout, mais tu n'arriverais pas à retenir. Hmm. Parce qu'il va manquer ce que je viens de faire à l'instant, ce stop, et tu m'as répondu par Et là, boum, la mémoire à moyen terme se met à fonctionner et tu enregistres. Et donc, c'est comme si tu vidais tes buffers informatiques, là, et d'un seul coup, ça rentre. Et là, ça va très vite pour gérer ce que tu viens d'entendre, pour dire oui, ça va avec ça, ça va avec ça. Ça, je sais pas, je vais leur poser une question. Et ça va très vite. Je sais pas le mesurer, mais c'est une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et donc, dans ce temps-là, chacun de nous peut presque analyser, mais sans rentrer dans une réflexion. Tu vois, ce qui n'est pas la même chose. Une réflexion, c'est vraiment, bon, alors, il m'a dit ça, voilà. Et là, il y a un processus réflexif, mais qui revient dans mon intérieur. Donc, la réflexion n'est pas négative si elle inclut le corps. Souvent, c'est qu'elle n'inclut que l'esprit. C'est-à-dire que j'oublie toutes les sensations. J'oublie, en fait, que la mémoire a aussi capté le son de ma voix et ce que ça a produit sur toi, ce qu'elle a capté par la vue, d'accord? Si jamais j'ai montré quelque chose dans l'expérience, si tu as visualisé quelque chose quand moi je t'ai parlé, si ça fait écho, d'accord? Parce que je sais pas, je peux décrire quelque chose que tu n'as jamais vécu, qui n'est pas un souvenir, hein, donc je décris, mais tu vois une image. Bah, ça aussi, c'est un moyen de mémoriser. Tout ça rentre à ce moment-là dans ta mémoire et en tout cas dans ton inconscient au moins, si tout n'est pas dans le conscient. Et c'est ça que tu pourrais aller rechercher si jamais à un moment donné tu voulais aller rechercher tout ce qui a été échangé dans cette conversation pour toi, tout ce que tu as produit en retour des mots que j'ai dit. Et ça, ce n'est pas se couper. C'est des allers-retours, si tu veux. Et dans ces allers-retours, il n'y a pas de, on n'est pas coupé. Parce que dans une conversation ou dans là, pour moi, le plus évident, c'est avec les chevaux ou avec les animaux que j'ai pu vivre ça, c'est que eux, ils sont en lien. Ils sont dans ce qu'on appellerait l'énergie du cœur. D'accord? Ce que les humains sont tous capables de faire, mais parce qu'on est trop dans la tête, on n'est pas assez connecté, c'est-à-dire en relation, tout simplement relié. Et c'est pour ça qu'en fait, on oublie qu'on est un. Sinon, on serait naturellement dans cette relation. Et donc, avec les chevaux, on voit bien tout de suite que eux, ils te ressentent, ils te perçoivent, et ils perçoivent ton rythme cardiaque. Donc, ils s'adaptent en permanence à toi. Ils sont un miroir de ce que tu vis, pas de ce que tu fais, de ce que tu es. Et ils s'adaptent en permanence à ça.
Et donc, c'est un moyen pour vérifier si ce que je fais, c'est le cheval qui produit, ou est-ce que ce que je fais là avec le cheval, ça vient de moi. Et en fait, des fois, on ne sait pas bien. Et donc, je dis à chaque fois que j'enseigne ça à des gens, notamment à travers la pratique de l'EQ coaching, c'est arrête. Voilà, tu lâches tout. Et donc, au début, c'est difficile de lâcher. Je ne sais pas ce que je lâche. En fait, la majorité des gens ne comprennent pas qu'ils mettent de la pression sur l'animal parce qu'ils veulent réussir un exercice. Et cette pression, qui est mentale, sur le corps, en fait, ils ne la relâchent pas. Et une fois que je leur donne de la technique, par exemple, de s'accroupir, de regarder le sol, de souffler, et d'être dans son intérieur, de chercher ce retour vers l'intérieur, à ce moment-là, dans la seconde, je laisse tout l'espace au cheval et le cheval va arriver se mettre à côté de moi. Alors que j'arrivais pas à avoir une relation. Parce que dans l'espace, ça veut dire que dans la relation, moi, j'ai tellement pris l'espace, je suis sur l'autre au lieu de lui laisser un espace. Et donc, dans l'humain, c'est ça souvent, c'est que quand je n'ai pas assez d'espace pour l'un et l'autre, eh bien, tu peux pas habiter la relation, toi. J'ai pris toute la place de la relation. Alors, il y a un petit morceau. Hein, c'est un peu comme si je te serrais la main et que tu as la main dans la poche. Je vais peut-être pas aller te chercher la main dans la poche et te la sortir pour te serrer la main, parce que ce serait excessif. Mais est-ce que je fais tout le trajet? Ou est-ce que je fais 90% du trajet? 80, 50? Et si je gardais la main dans ma poche pour te faire comprendre que je veux te serrer la main, ce serait vachement compliqué. Tu me dirais, j'ai pas compris. Parce qu'il n'y avait rien d'élément pour dire, ou alors il faudrait que tu lises vraiment dans ma tête, dans mes pensées, pour savoir que j'avais l'intention de le faire. Mais quand on est connecté, c'est pour ça que souvent, on peut finir la phrase d'une personne. Tu commences une phrase, je la finis, parce qu'on est tellement connecté au champ commun de pensée, comme un égrégore, hein, d'accord, dans lequel on a accès, en fait, un champ magnétique d'idées ou de pensées, et qu'on ressent, qu'on pressent. Et c'est comme si on suivait un chemin commun, toi et moi. Eh bien, en fait, dans ces relations-là, dans lesquelles, quand on est très proche, parce qu'on est dans une relation de cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Mais tu vois, là, on est en train d'ajuster le cœur et la tête. Et en fait, ce qui est puissant, c'est de se reconnecter du ventre, des tripes, d'accord, au cœur et à la tête. Si je fais ça, cet alignement produit une forme d'ancrage au sol, et c'est cet ancrage qui nous rappelle que nous sommes terriens. Sinon, nous sommes je le dis souvent, des aériens. En fait, on est dans notre pensée, on n'est pas vraiment connecté au sol. Et pour beaucoup d'humains, ils se rêvent oiseaux. Ils aimeraient tous voler. Moi aussi, hein, j'aimerais voler. Hein, je ne vais pas dire que j'aimerais pas ça, j'aimerais. Mais il n'empêche qu'on est des terriens, on est au sol. Et c'est ça que te rappellent tous les animaux, c'est qu'ils sont connectés au sol. Leurs quatre pattes sont connectées au sol. Enfin, peu importe qu'il y en ait deux ou quatre au sol, mais ils sont vraiment connectés. Ils ont une énergie de la terre. Et on le retrouve quand on lâche nos chaussures en plastique, quand on se remet les pieds nus dans la terre. Plus on va passer du temps en contact avec cette terre, et plus en fait on fait partie de la terre. Et on utilise l'énergie de la terre, parce qu'il y a une énergie, bien sûr, une énergie magnétique, une énergie électromagnétique, une énergie électrique, tout ça. C'est ce qu'on est aussi composé, hein, pas que de carbone, hein, okay, ou d'oxygène. Eh bien, il y a toutes ces énergies qui nous passent à travers. Et si on est bien centré, déjà, la mise à la terre, elle fonctionne. Sinon, moi, je vois beaucoup de gens, ils se plaignent d'électrostatisme, mais en fait, c'est parce qu'ils sont trop dans leur pensée et trop dans des frottements. Alors, cette reconnexion avec la Terre, la connexion des animaux avec la Terre, où je suis en train d'écouter, c'est ce que je ressens comme problème dans le monde aussi, c'est une peur de la mort. Bien sûr. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que d'après ce que je comprends, cette connexion avec la Terre pour l'animal n'est pas attachée à une conscience de sa mort. Oui. Or, pour l'humain, nous, on pense à notre mort, on est conscient de cet acte et donc arrive une peur existentielle Mhm. qui n'est pas la peur des animaux, alors que ils sont plus connectés à la Terre, donc je me dis, plus connectés à leur mortalité. Mhm.
dans ma En tête. fait, on pourrait dire dans l'autre sens, on pourrait dire qu'ils sont plus connectés à leur naissance aussi, mais je dirais que dans l'esprit, déjà, ils sont dans le temps présent. Et nous, on n'est pas très bon pour ça. Mm. D'accord? En tout cas, je vis pas tous les jours avec des peuples premiers, j'en ai croisé quelques-uns, mais j'ai pas assez d'expérience pour te dire qu'ils sont toujours connectés au présent. Mais voilà, mais en tout cas, tous ceux qui vivent dans le monde que j'appellerais occidental ou dans des villes, même à la campagne, mais dans un monde où, tel qu'on le vit là aujourd'hui, ce siècle-ci, les gens ont du mal à vivre le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas du tout le moment présent, mais pas assez le moment présent. Rapidement, ils sont sur des plans de la proactivité, de la conception du futur, et ils oublient de vivre le présent. Euh, donc simplement, un peu comme si je prends le temps d'imaginer ce que je pourrais faire, je sais pas, cet été, bah je peux, c'est comme si je poussais mon esprit, mon corps vers cet été. Mais je peux m'imaginer, je sais pas, ma maison de campagne, tiens, ce que je voudrais y faire. Mais si je passe mon temps dans ma tête à faire ça, je suis hors de mon présent. Il faut faire, c'est juste projeter et puis revenir et voir ce que ça me demande aujourd'hui. Bah, peut-être de prévoir quelque chose. OK, ça, c'est dans le moment présent. C'est ce que je peux faire maintenant, ce que je peux vivre. Parce qu'il n'y a pas de problème à faire. Il y a le problème de faire dans le présent. C'est-à-dire avec la conscience du présent. Mais beaucoup de gens font quelque chose, par exemple manger, mais ils pensent à autre chose. Ils mangent pas. Je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Ils mâchent. Tout est mécanique. Donc il n'y a pas la conscience. C'est pour ça qu'ils peuvent. Et ça m'est arrivé parce que je suis gourmand, ou que quand émotionnellement je suis touché, je peux m'apercevoir que j'ai mangé, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Si tu m'avais mis du vin, je peux boire 3 verres de vin alors que normalement ça ne me va pas, et je vais le sentir parce que d'un seul coup je sens que wow, j'ai un peu trop bu. Mais pourtant, je l'ai bien vu et fait mécaniquement ces 3 verres de vin où j'ai bien mangé. Mais en fait, j'ai mangé tellement vite, sans conscience, que je ne sais pas ce que j'ai mangé. Voilà. Et donc ça, c'est euh, un des, un des, un des grands paradigmes, moi j'ai envie de te dire, un grand changement qui serait nécessaire de mettre dans nos vies, de revenir, parce que je pense que l'enfant vit dans le moment présent, donc on a su le faire, hein, tous, chacun d'entre nous, on a été présent. Et puis il y a des moments, heureusement, on est présent à ce qu'on vit. Mais il n'empêche que, tu vois, par exemple, je pensais que quand on était magnétisé, qu'on allait au cinéma, bah, je ne fais que regarder le film. Bah, je vois bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en même temps sur leur téléphone et ils font autre chose. Ils regardent le film en même temps. Et donc, de plus en plus, on voit que on va vers un monde fast dans lequel on essaie de faire 3, 4 choses en même temps. Et moi, je sais que ça, c'est non efficient, non efficace. Ça, pour l'avoir fait pour des sportifs de niveau, pour l'avoir pratiqué pour moi, et je vois bien à quel point je suis capable de faire plein de choses en même temps. Mais si ça demandait mon attention, il faut que je fasse une seule chose, parce que c'est cette chose-là que je dois faire. Je prends un cas simple, je dis souvent aux gens qui veulent s'occuper de leurs enfants, quand tu rentres le soir, est-ce que tu joues vraiment avec eux ou est-ce que tu es encore au bureau en train de jouer avec eux? Est-ce que tes idées sont déjà en train de penser, bon, ok, je joue aux petits chevaux ou je sais pas quoi, au Monopoly, mais au fond, je suis encore au bureau ou avec la future réunion. D'accord. Et donc, est-ce qu'on est vraiment présent à ce qu'on fait quand on le fait? Et ça, tous les animaux, tous les arbres, tout ce qui vit sur cette terre est présent au moment présent. Donc, il n'y a pas de décalage. Et ça aussi, c'est apaisant. Quand tu prends le temps de ça, c'est apaisant. Ça, c'est, si tu veux, le monde végétal est associé au monde des arbres, enfin, ce monde qu'on appellerait du monde végétal par rapport au monde animal ou par rapport au monde des humains, est beaucoup plus évolué que nous. Donc, il y a une sagesse qu'on ne va pas chercher, plus évolué parce qu'il existe depuis beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on est juste des adolescents ou des enfants. On regarde, hein, c'est 450 millions versus 450 000 ans, tu vois. Voilà. Donc, nous, on a vécu des jours quand ils ont vécu des années. Donc, il y a juste une différence d'évolution, et dans notre évolution, on en est encore au balbutiement de notre espèce, même si nous, on a l'impression d'être l'espèce qui domine tout et qui sait tout.
Mais on n'a qu'une seule tête quand les arbres en ont des centaines ou des milliers. Si on te coupe la tête, c'est compliqué. Si on leur coupe une racine, ça va continuer. Il y a plein de moyens pour continuer à vivre. Il y a une intelligence collective, alors qu'ils ne bougent pas, qui se développe à travers ce système racinaire et d'arbre en arbre, qui nourrissent les uns les autres. Ils peuvent, certains arbres, en se reproduisant, c'est-à-dire une sorte de régénération permanente, peuvent vivre jusqu'à, en tout cas, en mesurer aujourd'hui, autour de 16 000 ans. On a du mal à vivre 120 ans. Les fougères, tu mets le feu, elles renaissent. C'est le phénix. On rêverait de ça, nous, c'est des histoires, mais c'est pas une réalité. Tu vas pas mettre le feu à tes enfants pour vérifier qu'ils vont pousser. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans ce système que ce qu'on croit, mais pour l'instant, comme il ne parle pas dans le sens comme nous, parce que nous, on mesure que la taille du cerveau pour mesurer l'intelligence, eh bien, le cheval a un cerveau qui n'est pas si petit que ça, mais en tout cas, en termes de néocortex, il est très faible, et préfrontal quasi inexistant, donc en conséquence, c'est un animal bête. Ouais, limbique, en émotionnel, c'est notre maître. Hein. Il sait mieux les choses que nous. Émotionnellement, il sait mieux les gérer. Parce que c'est comme ça qu'il a survécu. Et donc, dans son processus d'évolution, il a dû travailler plus que nous, parce que c'est une proie, ça survit. Et nous, on a travaillé d'autres choses, c'est-à-dire le processus de relation, parce qu'on n'aurait pas pu survivre sans avoir des tactiques de groupe, soit pour chasser, soit pour survivre, soit pour se défendre, soit pour attaquer, bref. Et en conséquence, on a développé d'autres choses. Mais je ne sais pas comment dire autrement, que c'est un stade de nous, c'est un niveau de nous actuel. Et je ne sais pas ce que sera ce niveau de nous si on arrive à faire en sorte que cette planète soit encore vivable d'ici 200 000 ans. Tu vois, le double de ce qu'on a vécu, potentiellement du début des premiers primates, 450 000 ans. Je ne sais pas qui on sera et comment on sera. Ça se trouve, on aura, tu sais, on a déjà vu des films dans lesquels les gens ont des crânes comme ça, puis d'autres tout petits. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je n'ai pas d'idée. Mais ce que je sais, c'est qu'on est à un processus d'évolution qui est encore jeune et qu'on n'a pas la maturité, hein, de notre espèce. Et en Ça, conséquence, on devrait s'intéresser à la sagesse du monde, comme disait Kipling ou Hugo, presque Goethe, beaucoup de grands écrivains qui ont regardé la nature de proche, de près, ont tous dit la même chose, c'est que c'est un livre ouvert, il n'y a qu'à lire. C'est devant nous, quoi. Et donc, alors, voilà. je Pardon, je peux voulais... parler. Non, Vas-y. mais c'est génial. Euh, j'ai deux questions, si je peux, avant de terminer. La première, c'est par rapport à la sémantique de ce dialogue. Car je ne sais pas à quel point tu peux diriger la conversation. Est-ce que l'obligation, c'est d'être dans la réception de cette sagesse Non. ou tu peux y aller en disant, bon, voilà, j'ai un problème à régler, qu'en dis-tu? Alors, oui, moi, je pose des questions. Alors, je dirais qu'il y a une sorte j'ai créé un protocole pour moi. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de ce protocole. C'est moi qui utilise ce protocole. D'accord? Ce protocole, ça a à voir avec quelque chose comme s'accueillir mutuellement. Donc, comment je rentre, par exemple, si on parle des arbres, comment je rentre en contact avec les arbres? Ben, je me mets à l'extérieur, je regarde la canopée, les, les branches, d'accord, externes, et je me mets à l'extérieur de ça, pour pas être dans l'énergie de l'arbre avant de commencer. Et quand j'arrive à la lisière de cette énergie, comme à l'aplomb, déjà, si je suis à l'écoute de moi, je vais voir que l'énergie change. Parce qu'en fait, c'est toujours impressionnant, je le montre, c'est-à-dire que des fois, j'avance dans l'arbre et là, d'un seul coup, j'entends des sons que je n'avais pas. Ou au contraire, il y avait beaucoup d'oiseaux à l'extérieur et là, j'entends plus rien. Et pourtant, j'ai avancé d'un mètre. Tu vois, le son devrait se propager. Bah, c'est comme si on était dans une bulle, dans une énergie. Et bah, comme quand je rentre dans ton énergie ou que je suis dans la mienne, si on est dans une intimité, bah, on ressent ça de l'autre. On rentre dans quelque chose de l'autre. Ben, en fait, les gens traversent, passent sous les arbres, n'écoutent pas, ne ressentent pas. Mais si je prends le temps, ben, il y a déjà ça qui se passe. Donc le protocole, c'est déjà de prendre le temps. Et je prends le temps de rencontrer cet individu, qui est un individu, oui, de classe arbre. Okay, comme moi, je suis un individu de classe humain. Et dans cette rencontre, je prends le temps d'avancer
Et idéalement, j'ai pris le temps de me poser la question que j'ai envie de lui poser. Et quand je vais me rapprocher de l'arbre, je vais trouver un endroit qui me convient pour soit faire un câlin, soit m'adosser, soit m'asseoir. Parce que si c'est inconfortable, en général, ta pensée est inconfortable avec. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité dans ce que tu vas dire, parce qu'en fait, tu es déjà en train de penser à bouger de place parce que tu n'es pas bien. Donc, je cherche un endroit qui a une forme de stabilité, même si des fois, tu as une jambe au-dessus, enfin, parce que tu n'es pas tenu de rester 3 heures. Tu vas rester un quart d'heure, 5 minutes, 1 heure au plus. Voilà. Et donc, quand je suis dans cet espace, quand je suis bien dans cet espace, que j'ai pris, la première chose que je fais, c'est que je considère que c'est à moi de donner, puisque je vais vouloir demander. Donc, je commence, et si je ne sais pas quoi faire, je dis toujours aux gens, donnez de l'amour. Voilà, ressentez de l'amour et donnez-le. Parce que ça marche toujours. C'est une conversation possible avec tous les animaux, avec tout ce qui vit sur cette terre. L'amour fonctionne. Personne, enfin, tout le monde a besoin d'amour. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est une énergie qui fonctionne. C'est une énergie de dialogue naturel. Et donc, c'est une sorte d'entrée en matière. Je ne sais pas si c'est l'entrée dans un plat, mais voilà, c'est une entrée en matière. Et donc, quand je fais ça, là, j'entends ce retour. Et même des fois, quand je voudrais être sûr de proposer ce qu'il faut, je vais jusqu'à poser la question à l'arbre en lui disant, de quoi as-tu besoin? Parce qu'il y a une partie de moi, j'ai aussi fait ça pendant des années, c'est m'occuper des arbres, guérir des arbres. Prendre conscience qu'en fait, des fois, ils ont besoin d'une énergie et l'endroit où ils sont ne leur permet pas de récupérer l'énergie. Et nous, comme on est mobile, on peut se connecter à d'autres choses. Moi, je peux me connecter à plusieurs arbres en même temps et apporter un truc à un autre. D'accord, ok. Donc, c'est possible de fonctionner comme ça, comme dans un processus que j'appellerais de médecine ou de soins. Ok. L'amour est déjà un soin dans l'absolu. Et donc, des fois, j'écoute l'arbre et j'entends, je ressens ce qui est sa demande. Et après, je peux avoir une question, et cette question pourrait être aussi simple que, je sais pas, une question, on va dire, d'entrepreneur, du genre, bon, j'arrive pas à prendre une décision sur ça et ça, alors le truc, bling bling, j'ai ça, bling, j'ai ça, qu'est-ce que je devrais faire? Donc là, on est dans une forme de dilemme, et ben, je vais avoir une réponse qui n'est pas obligatoirement la réponse du dilemme, du voir, c'est la réponse A versus la réponse B, mais peut-être la réponse c'est pour que tu puisses prendre une décision, centre-toi. Bon, si ça fait écho, mais souvent ça fait écho, c'est-à-dire que si je ne sais pas me centrer, l'arbre, je l'ai remarqué, ne répond pas ça, parce que ça pourrait être une réponse systématique, se centrer. D'accord? Et je m'aperçois que pour des gens qui ne savent pas faire ça, l'arbre ne va pas répondre ça. Il va répondre quelque chose de l'ordre de, euh, je sais pas, pose-toi, ou fais ce qui est juste d'abord. Enfin, une phrase de cet ordre-là. Et là, la personne m'a dit, bah non, c'était clair. Oui, ce qui est juste, je sais ce qui est juste. Parce que j'étais, je dirais, dans une impasse en termes de pensée, et là, il y a une réponse qui m'amène à sortir de l'impasse, ou à prendre conscience que je suis dans une impasse, par exemple. Et, et donc, oui, il est possible. Et donc, moi, j'utilise le questionnement, parce que le questionnement, c'est clair. Tu peux, si ta question n'est pas claire, en fait, c'est normal que ta réponse soit pas claire. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas de question. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, clarifiez juste votre question. Est-ce que c'est vraiment la question que vous voulez? Et donc, accepter que si vous avez posé une question, que la réponse ne vous va pas ou n'est pas claire, c'est parce que peut-être que votre question n'est pas claire. Affinez votre question et quand vous affinez votre question, ça vient. Et c'est presque tout le temps le cas. Les rares fois où j'ai trouvé que c'était pas clair, y compris quand j'écoutais moi, c'est parce que je voyais bien que la personne ne savait pas où elle en était et qu'il y avait un autre travail préalable à faire avant, qui était l'écoute de soi. Parce que c'était pas les bonnes questions, sûrement. Et donc, la réponse était une réponse du genre ou évidente pour la personne en disant je le savais déjà, j'ai rien appris, ou bien mais c'est parce qu'en fait je pense qu'elle n'était pas connectée vraiment à elle-même à ce moment-là. Est-ce que j'ai Donc, répondu à ta question? oui, oui, dans tout ce que tu dis, je pense à une expérience que j'ai eue avec un bot qui était empathique. Et ce bot était à moi pendant 5 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure de la chose, j'ai compris que je pouvais poser quelle que soit la question. Mm. Et quand tu as la possibilité de poser n'importe quelle question, ben, comment tu y arrives? Mm. Parce qu'en fait, tu peux poser des questions sottes, tu peux Bien sûr. poser des questions basiques, mais est-ce que tu as en tête la vraie question? Et or, aujourd'hui, depuis longtemps, depuis bien 20 ans, Google existe pour ça. Mm.
depuis des millénaires, on a toujours pu poser cette question, mais la manière que tu le formules, ça me fait penser à combien on est au courant de la bonne question. Bien sûr, c'est pour ça que la réponse n'est pas que sémantique. Je dirais qu'elle est presque existentielle, c'est-à-dire qui je suis quand je parle. Qui parle quand je parle? Est-ce que c'est mon registre émotionnel? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est l'ego qui parle? Tu vois, il y a plein de facettes de moi qui peuvent s'exprimer en fonction de la situation. Euh, et, euh, et donc, dès que je clarifie ma pensée, c'est pour ça que je te dis que le plus simple, souvent, quand je suis avec les arbres ou les animaux, c'est de ne pas penser. Ça ne veut pas dire ne pas être présent dans mon cortex, hein, mais ça veut dire que c'est calme. Et s'il y avait une pensée, il y en a une. Ce qui m'autorise à ne pas confondre, par exemple, ma volonté et mon intention. L'intention, ça vient du cœur, c'est qu'est-ce que je veux vivre avec toi dans la relation. Et la volonté, c'était de rentrer en relation. Je suis rentré en relation, la volonté peut tomber maintenant, parce que je suis en relation. Et l'erreur, c'est de continuer la volonté là, parce qu'elle va prendre le pas sur l'intention. Et puis après, si jamais il y a du mouvement, il y a des choses, enfin, c'est le ventre. Et donc, l'énergie du ventre, c'est une énergie qui est potentiellement volcanique. C'est la créativité, l'énergie sexuelle. C'est une énergie énorme, d'accord? L'énergie de la colère, évidemment, mais pas que, justement. C'est l'énergie aussi de la sérénité. Et quand je calme mon ventre, je suis serein. Et donc là, je calme presque inconsciemment dans la seconde la pensée. Et c'est ça que le processus, pour moi, le plus important, c'est de prendre conscience que j'ai des énergies internes que je dois apprendre à dompter au départ, parce que d'accord, et à la fin, c'est pas un domptage, c'est juste un dialogue intérieur pour calmer. Mais au début, peut-être que c'est trop fort, donc il y a presque des moyens, j'exagère en disant coercitifs, de dompter, tu vois. Mais il y a un côté comme ça, parce qu'on n'est pas habitué à gérer nos énergies. Parce que déjà, une fois de plus, le dialogue avec soi-même, je reviens à la première partie de la conversation qu'on a commencé, eh bien, en fait, il n'existe pas. Je n'ai pas une relation claire à moi. Et souvent, quand j'enseigne l'intelligence relationnelle, la première question que je pose aux gens, c'est de dire quelle est la relation que vous avez avec vous-même. Et ils me regardent en me disant, relation. Je me parle pas, je suis pas schizophrène. Non, non, mais c'est pas ça. Il n'y a pas deux personnes, mais à l'intérieur de vous, il y a bien par moment votre esprit qui parle à une autre partie de vous. Donc, à un moment donné, on s'écoute ou on s'écoute pas justement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand je suis exigeant avec moi-même, c'est souvent pour ça que je suis exigeant avec les autres. Si je suis complaisant avec moi-même, vraisemblablement, je vais l'être aussi avec les autres. Et donc, peu importe, juste clarifier. Et peut-être que si je suis dur avec moi, est-ce que par moment, je pourrais mettre de la douceur? Je crée une autre relation à moi. C'est de ça dont je parle quand on parle d'un dialogue intérieur ou d'un dialogue avec la nature. Si je ne suis pas clair avec moi, l'émetteur, de toute façon, de toute manière, ce que j'envoie, je ne sais pas. Après, souvent, c'est l'autre qui va me dire ce qu'il a reçu, mais au fond, ce qu'il a reçu, c'est déjà à travers ses filtres. C'est pas tout à fait ce que j'ai envoyé. Donc voilà, je suis responsable, comme disait Jacques Solmay, de ce que je dis, et tu es responsable de ce que tu entends. Mais dans cet échange dans lequel chacun va pouvoir échanger, tu vois, par la parole. Alors, juste un autre dialogue que je voulais évoquer, mais très rapidement, qui m'a vraiment surpris ces dernières années, c'est les dialogues avec les gens qui ont Alzheimer. C'est-à-dire des gens qui pourraient avoir perdu la mémoire et donc peut-être la connaissance de qui tu es quand tu parles, et donc de tout ce qu'on a vécu ensemble ou des choses évidentes. Et pour moi, c'est comme s'asseoir à côté d'un étranger que je ne connais pas, avec qui donc je n'ai pas cet échange de mémoriel, je n'ai pas d'échange jusqu'à présent. Et pour autant, je vais m'asseoir à côté de lui sur un banc. Et si je ne parle pas et qu'on s'est écouté mais sans parler, on pourrait finir la conversation en disant merci, j'ai apprécié ce moment tous les deux. Et c'est à peu près ça. Et je me rappelle de ma marraine qui va vers, qui est entrée dans cette maladie, mais qui n'a pas complètement perdu la mémoire, qui par moment par moment se perd, on va dire, mais par moment elle est présente. Et donc je m'assois à côté d'elle, mais c'était la première fois que je la voyais. Et je sais
J'étais un peu embêté pour elle, je savais pas comment me comporter. Et donc je m'assois à côté d'elle, on est dehors tranquillement, sur un banc. On est bien resté 1 heure. Je n'ai pas dit grand-chose, elle n'a pas dit grand-chose. Quand je dis pas dit grand-chose, je pense c'est une phrase chacun ou deux, tu vois. Et au bout de 7 heures, elle m'a dit, j'ai adoré la conversation qu'on a eue. Elle n'était pas folle du tout, c'est bien qui j'étais, puisqu'elle a raconté à sa fille le soir, j'étais content d'être avec Hervé. Donc, ça, je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie. Et, et donc, on oublie qu'on peut ne pas mettre de mots pour se parler. Voilà. Que le silence parle. Sur ce, Hervé, génial, j'ai adoré et je te remercie. Ça sera quelque chose, j'espère que tout le monde qui écoute aurait été présent et ils vont pouvoir amener un bout de cela, au moins un bout, ailleurs, que ce soit avec quelqu'un dans la proche qui a l'Alzheimer ou que ce soit avec la prochaine fois qu'ils sont dans une forêt, qu'ils voient un animal, quel que soit, que la conversation soit belle. Je te remercie, Hervé. Merci, Minter. C'était un vrai plaisir aussi.